Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour le plateau de l'invité sur Niwad Info. Crise entre les présidents nigériens et béninois. Il y a une semaine, le Bénin a rappelé son ambassadeur qui avait demandé pardon au Niger au nom du gouvernement de Patrice Talon, le diplomate béninois, qui a pris fonction le 6 août 2024 à Niamey. Après plus d'un an de tensions diplomatiques entre les deux pays, sera-t-il révoqué pour ce qui serait qualifié d'imprudence? On en parle avec mon invité, Didier, directeur général d'Africa DV spécialiste de la communication pour un changement de comportement social et d'impact. Noureddine Didier, allô, bonsoir et bienvenue. Bonjour madame. Il y a 6 jours, l'ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Agonkan, a été donc rappelé à Cotonou. Ce rappel du diplomate intervient quelques jours après des propos qu'il a tenus au nom du Bénin à Gaïa. Pourquoi justement le pardon demandé par l'ambassadeur au nom du Bénin n'est donc pas passé à Cotonou? D'abord, l'information, nous l'avons apprise à travers les médias. Dans un premier temps, certains médias ont parlé de révocation. Et puis ensuite, on a commencé à lire dans les médias qu'il s'agissait plus d'un rappel pour consultation. Alors, donc, vous savez que jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas vu en tout cas un communiqué officiel ou une décision rendue publique par le gouvernement. Quant à la révocation. Quant à la révocation, et même le rappel, on peut le dire. Donc, en l'absence de ce genre de communiqué officiel, il est difficile de savoir de quoi il s'agit exactement. Mais l'un dans l'autre, quelques recoupements d'informations, quelques informations qui ont filtré de part et d'autre font plus état d'une demande d'explication pour l'ambassadeur Gildas Agonkan, mais demande d'explication par rapport à quoi? Par rapport à un certain nombre de points sûrement, mais lesquels? Donc nous ne savons pas. Et jusqu'à présent, les spéculations vont bon train, puisque ce rappel, on sait désormais qu'il s'agit plus d'un rappel que de toute autre chose. Ce rappel intervient après donc des propos qu'il a tenus donc à Gaïa. Est-ce que c'est le pardon qu'il a demandé qui crée les problèmes? C'est des spéculations toujours. Donc on attend le communiqué officiel du gouvernement que nous attendons, nous, des analyses pour savoir effectivement de quoi il est question. Le diplomate faisait référence selon les médias aux sanctions après le coup d'État du 23 juillet 2024 au Niger. Le Bénin avait décidé de la fermeture de ses frontières terrestres. Ces propos auraient-ils mis le Bénin en position de fautif par rapport au Niger, justement en utilisant le mot pardon? Mais d'abord, le pardon peut se demander en deux circonstances. La première, on peut demander pardon soit parce qu'on reconnaît qu'on est vraiment en faute et qu'on a mal agi, et pour faire un arrangement, on reconnaît sa faute, on demande pardon. C'est la première possibilité. La deuxième, on peut demander pardon alors qu'on n'est pas directement fautif, mais parce qu'on a quand même envie de faire perdurer une relation. Donc, l'un dans l'autre, je pense que l'ambassadeur Gildas Agonkan, dans ses propos, on a entendu le pardon. Maintenant, est-ce que... Pardon au nom du gouvernement. Au nom du gouvernement, oui, là, déjà, il y a une petite nuance. Au nom du gouvernement, au nom du pays, au nom du peuple, je crois. Donc, du peuple béninois, je crois. D'abord, l'ambassadeur Gildas Agonkan ne représente pas le peuple béninois. Le peuple béninois est représenté par les parlementaires, par les députés. Je pense qu'il répond plus de son gouvernement. Mais il représente le pouvoir béninois. Il représente plus son gouvernement, il représente plus son ministre des Affaires étrangères et même le président Talon. Voilà pourquoi ces faits et gestes sur le terrain sont interprétés comme étant venant donc directement des autorités béninoises. Maintenant, la question que vous voulez poser, je crois qu'il faut la poser correctement. Vous voulez dire, est-ce que le Bénin reconnaît que ce qu'il a eu à faire, son comportement à travers donc... Depuis le coup d'État. Depuis le coup d'État. Oui. Bon, vous savez que jusque-là, le Bénin a toujours expliqué la chose de la façon suivante. Il s'agit donc d'une décision communautaire. Et donc, puisque c'est une décision communautaire et que on était en train d'assister à un regain de coup d'État dans la zone, alors les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis pour prendre des décisions fermes. Fut-elle aussi sévère ou gravissime et hors la loi même, on peut le dire, parce que ces sanctions, ces décisions ne font pas partie donc des frontières terrestres entre les deux pays sont restées fermées. Quelles sont les raisons justement de
de ce maintien de la fermeture des frontières alors que la CEDEAO, entre-temps, a levé ses sanctions contre le Niger? Oui, la levée des sanctions par la CEDEAO, c'est encore le président Talon qui avait soufflé ça aux médias. Il était le premier président donc de l'espace CEDEAO qui avait reconnu que effectivement selon ses dits en conférence de presse ou lors d'une interview qui est passée, que tout le monde a vu, qu'il s'agissait plus de moyens de pression que toute autre chose, et qu'après les chefs d'État de la CEDEAO ont compris que ça ne pouvait pas aller comme ça, et donc ils ont décidé d'abandonner donc toutes les sanctions contre le Niger. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, tout ça est passé derrière nous, parce que le Niger n'est même plus membre de la CEDEAO. La CEDEAO a levé les sanctions et tout. Mais donc tout ça s'est passé. Mais maintenant, la question c'est quoi? Et il n'y a pas que le Bénin qui est allé qui a observé donc scrupuleusement ces sanctions. Rappelez-vous du Nigeria. Moi, j'avais mon bureau à Niamey. Jusqu'à présent, j'ai mon domicile à Niamey. Et donc, je peux vous dire que vivant à Niamey, à l'époque, c'était très difficile parce que des médicaments ont été bloqués, des dialysés qui n'ont pas eu des produits. C'était vraiment difficile. Mais surtout, on peut le dire. Justement, vous le disiez tantôt, le Niger ne fait plus partie, n'est plus membre à part entière de la CEDEAO. Ce retrait, pourquoi n'a-t-il pas justement aidé à la levée de ces sanctions du côté du Bénin? Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle plus de CEDEAO, mais il y a des distinctions entre le Bénin et le Niger. C'est un cas précis qu'il faut traiter. Et vous connaissez les raisons, on a eu à le dire déjà dans des émissions antérieures ici. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a principalement deux raisons à cela, et qu'avance donc la partie nigérienne, et notamment le général Tiani. Vous savez que le Niger accuse le Bénin d'abriter une base militaire ou des bases militaires françaises sur son territoire, et que par rapport à ça, le Niger ne se sent pas en sécurité, puisque le Niger a renvoyé donc les troupes françaises de son sol, pas seulement du Niger, mais de tous les 3 pays de l'AES. Et donc, si d'aventure les Français plantent leur camp donc au nord du Bénin, et donc le Niger n'est pas en sécurité. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, mais vous avez vu aussi que tout le temps le Bénin a rejeté cette accusation en bloc, pour dire qu'il s'agit plus de camps fortifiés avancés, et qu'en aucun cas le Bénin ne saurait donc s'associer à une quelconque déstabilisation donc du voisin nigérien. Et je crois la deuxième raison aussi, nous l'avons su avec la sortie du général Modi sur la télévision nationale du Niger, Télé Sahel, qui évoquait donc au mois de décembre dernier, je crois, si on ne se trompe pas, des matériels militaires commandés par le Niger qui sont actuellement au Bénin, et que le Bénin refuserait donc d'acheminer sur Niamey. Mais nous avons essayé, en tant qu'analyste, de voir un peu des sources proches du dossier, et nous avons compris que le Bénin voulait restituer ça à travers la frontière de Malanville. Le Bénin demandait donc au Niger d'ouvrir donc la frontière et de prendre son matériel simplement et de refermer. Mais le Niger insiste pour que ces matériels soient acheminés donc par le Togo. Mais ce n'est pas ça qui est important. Mais ce que je voudrais soulever tout simplement, c'est que cette bisbille ou ce tiraillement entre le Bénin et le Niger, cela ne fait pas du bien d'abord à la sécurité de la région. Tout simplement parce que lorsqu'il n'y a pas une synergie d'action entre le Bénin et le Niger, entre le Bénin et le Burkina Faso, cette sorte d'une nouvelle zone, d'une deuxième zone des 3 frontières ne serait pas totalement sécurisée, et cela pourrait justifier les attentats qu'on a eu à connaître en janvier et plus récemment aussi, à la fois au Bénin. Mais toute la zone ne serait pas en sécurité tant que donc les pays ne s'associent pas pour un travail efficace en matière de sécurité. D'abord, ça c'est sur le plan sécuritaire, mais ensuite pour les populations qui sont quand même 2 peuples frères, qui sont des populations et qui sont unies par des liens
des liens séculaires, historiques, ancestraux. Donc il faudrait que la frontière puisse quand même, que les deux pays trouvent le moyen de régler cette crise pour que la frontière de Malanville puisse s'ouvrir à nouveau aux échanges, au brassage culturel avec tout ce qui s'ensuit comme avantage à la fois pour les peuples et aussi pour la sécurité de la région. Et le rappel donc de l'ambassadeur démontre combien les tensions restent toujours tendues entre les deux dirigeants. Absolument. Le rappel donc de l'ambassadeur Agoncan viendrait un peu compliquer les choses, mais nous attendons toujours, je le rappelle, de voir quelle est la raison, la vraie raison pour laquelle l'ambassadeur a été donc rappelé. Et dans la crise qui oppose donc les deux pays, les populations peuvent tout de même pousser un ouf de soulagement. Parlant justement de Malawi, la traversée du fleuve est à nouveau autorisée après 6 mois de fermeture. Oui. Ou sinon d'interdiction. La crise, même la fermeture de la frontière a connu plusieurs péripéties. Et effectivement, l'une des péripéties a conduit le Bénin aussi, face au refus du Niger d'ouvrir la frontière, à tout bloquer. Mais je pense que depuis, on a dépassé cette étape puisque les deux ambassadeurs avaient pris fonction. Et il y a eu aussi une forte délégation de haut niveau qui a quitté le Bénin pour aller au Niger. Je parle des anciens présidents, Dr Yahi Boni. Oui, j'en viens. Et aussi, on a vu à Cotonou, donc une délégation conduite par le général Mohamed Toumba, qui est le ministre de l'Intérieur. Et je pense que depuis lors, le Bénin a abandonné donc toute fermeture, à tout laisser tomber maintenant. Et il faut aller au-delà de ça et rapprocher les deux gouvernements pour discuter et trouver une solution. Le fleuve, la traversée du fleuve Niger était visiblement la seule option après la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays. Aujourd'hui, autoriser à nouveau les commerçants surtout à emprunter cette voie est suffisant pour un retour à des activités économiques stables dans la zone. Mais le retour aux activités économiques stables passeront forcément par la frontière, parce que si la frontière reste fermée, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de la traversée du fleuve Niger par les pirogues. D'abord, il faut descendre à Gaïa, il faut prendre une barque motorisée pour se retrouver à Malanville. Et de l'autre côté aussi, prendre un tricycle ou comment on appelle ça, les taxis motos pour se retrouver donc sur la gare et reprendre maintenant un bus. Donc c'est tracassant. Je pense que tout ce qu'on peut souhaiter, effectivement, c'est un retour à la situation d'avant le coup d'État pour permettre quand même, comme je tiens à le rappeler, pour faciliter la tâche donc aux populations des deux côtés de la frontière et aussi à la stabilité sécuritaire de la région. Le Niger vient de conclure ce 19 février les assises nationales organisées depuis 5 jours. Mais comment est-ce que justement les décisions prises lors de ces assises peuvent impacter sur les relations bilatérales entre les deux pays voisins? D'abord, avant de parler des deux pays voisins, il faut louer donc cette initiative, notamment les assises qui se sont tenues courant cette semaine donc au Niger. Les Nigériens ont fait un travail formidable et je tiens à les féliciter. Et je tiens aussi à noter, à relever le fait que ce sont les premières assises, les premières réunions nationales au Niger qui sont débarrassées de toute pression étrangère. Donc il n'y a pas une pression de la CEDEAO qui demande forcément un calendrier. Il n'y a pas une pression de l'Union européenne ou de l'Union africaine. Les Nigériens se sont assis entre eux, ont discuté, ont pris des décisions, ont formulé des suggestions et je pense que vous avez suivi. Vous avez New a envoyé une équipe à Niamey et vous avez vu les reportages qu'on vous a envoyés. Donc vraiment, ce sont des assises qui sont débarrassés de toute influence étrangère et ça, c'est à féliciter. Ensuite, il y a eu les décisions. Il y a eu donc la suspension, la confirmation de la suspension donc des activités de partis politiques. Il y a eu également donc le choix par les Nigériens d'aller vers une refondation. Maintenant, on sait qu'il s'agit plus d'une refondation que d'une transition. Donc désormais, nous invitons les journalistes et tous ceux qui traitent des questions
liés à l'AES et au Niger à corriger leur langage. Désormais, on sait que le Niger n'est pas en transition, le Niger est en refondation. Et les assises ont révélé, ont décidé d'octroyer donc une période de 5 ans renouvelable une fois. Donc les partis politiques sont invités pour l'instant à continuer à réfléchir en leur sein sans donc pouvoir, sans être autorisés à mener clairement des activités. Maintenant, parlant de la coopération et des relations étrangères, il y a un point là d'une sous-commission où les Nigériens ont suggéré de sortir donc de la politique de la main tendue. La politique de la main tendue, c'est être toujours tributaire des ressources allouées par le FMI, par les institutions néocolonialistes, comme le FMI, comme la Banque mondiale, etc., et qui mettent donc une pression énorme sur nos pays. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes économiques qu'on a en Afrique de l'Ouest, ces problèmes sont issus quand même des ajustements structurels du FMI. Et donc, le FMI continue donc à travers certains réseaux, certains financements de projets, de programmes, continue donc d'avoir le contrôle sur nos économies. Et les Nigériens là ont décidé quand même lors de ces assises de travailler à sortir de ces institutions financières néocolonialistes et d'aller vers la création donc de la monnaie. Quelles sont les alternatives alors sur le plan national? Mais les alternatives, c'est d'accroître les ressources. Tout pays qui arrive à accroître les ressources, à diversifier ses partenaires et à être indépendant par rapport à sa monnaie. Et je crois que pour ça, l'AES est en train de réfléchir. Je crois que c'est une expérience que les frères sahéliens sont en train de développer. Il vaut mieux les soutenir et suivre pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'à partir de là, toute l'Afrique sera libérée. Revenons-en sur le sujet avec le Bénin. N'est-il donc pas dans cette dynamique nécessaire de renouer également les relations bilatérales avec les voisins? Le Bénin et le peuple béninois et le peuple nigérien sont deux peuples frères qui font face aux mêmes défis sécuritaires, économiques, sociaux. Donc, il est important, et encore une fois, je le rappelle parce que je l'avais rappelé lors d'une précédente émission sur votre plateau, je disais quand les peuples qu'il n'y avait pas de problème et que les distensions là qu'on voit aujourd'hui, c'est au niveau des dirigeants et que les dirigeants aussi bien du Bénin que du Niger doivent tout faire. Vous êtes donc optimiste quant à la normalisation des relations entre ces deux pays? Absolument. Le Bénin et le Niger sont condamnés à vivre ensemble et qu'avec le temps, ils finiront certainement par trouver une solution. Sur le plan politique, au Bénin, maintenant des élections générales et présidentielles, le gouvernement béninois a décidé de mettre à disposition une somme de plus de 159 millions de francs CFA pour permettre à l'opposition de procéder à l'audit du fichier électoral. Pensez-vous que cela répond donc aux attentes des partis politiques quant à la transparence du fichier électoral? Je pense que ça fait partie des doléances de l'opposition. Et rappelez-vous que lors d'une rencontre des responsables de l'opposition, dont l'ancien chef d'État, Thomas Boniaï, et donc avec le président Patrice Talon, il y a eu donc cette doléance et ces griefs que l'opposition a portés contre le fichier électoral actuel. Et donc, je crois que lors de cette séance, le président Patrice Talon avait accepté d'allouer des ressources et de demander donc à l'opposition d'identifier donc des cabinets que l'opposition juge bien experte, dont l'expertise est avérée en matière d'audit de fichiers. Donc, ces ressources qui sont allouées et qu'on a su à travers le Conseil des ministres hier à Cotonou sont donc une manière pour le gouvernement de tenir parole, pour le président Talon de tenir parole. Et maintenant, quand le fichier sera audité, on verra quels sont donc les arrangements qu'il faut apporter. Et j'espère qu'en matière de correction aussi, la parole donnée sera tenue. Et cela permettra donc de calmer les esprits par rapport donc à un certain nombre de griefs portés sur le fichier par rapport aux élections générales de 2026. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, comment tout sera coordonné et dirigé, on verra bien l'évolution des choses. Le pays prépare des élections générales. De l'autre côté, au Niger, c'est un nouveau départ sur le plan sociopolitique après ces assises nationales. Encore où c'est plus
le moment de normaliser encore les relations pour permettre aux populations de vivre dans un esprit non, quelle qu'en soit la situation sociopolitique de part et d'autre, la normalisation des relations entre les deux pays, elle est nécessaire. Donc, et pour nous qui résidons donc à Niamey, nous qui avons une résidence à Niamey, je vous l'ai dit, nous pensons que cette situation a trop duré et qu'il faut absolument aller vers une résolution pacifique de cette crise, non seulement pour stabiliser la région en matière de sécurité, mais aussi pour le bonheur donc des échanges entre les deux populations de part et d'autre de la frontière. Noureddine Diallo, en tant que résident de Niamey, quels peuvent être les impacts directs au sortir de ces assises sur le quotidien des populations au Niger? Mais au moins, on sait déjà ce qui se passe au niveau du Niger aujourd'hui. On parle plus de refondation que de toute chose. Et ces assises ont permis de retracer les grandes lignes de la marche à suivre désormais. Les Nigériens ont fait un travail méticuleux, domaine par domaine, secteur par secteur. Il y a eu des propositions, des suggestions. Et il y a eu la séance plénière aussi où vraiment les Nigériens, de tous bords confondus, les intelligences ont été réunies. Et cela ne peut pas se faire sans des grincements de dents, sans des gens qui ne sont pas associés ou qui ne trouvent le simple fait que les partis politiques en tant que tels soient écartés donc de la nouvelle marche. Tout ça, c'est évidemment ça crée des grincements de dents. Mais au moins les Nigériens se sont tracés une nouvelle voie. Je pense que c'est mieux de les assister comme on peut, c'est mieux de les soutenir comme on peut, pour voir à quoi mène effectivement cette nouvelle expérience qui est quand même une nouvelle expérience qui se mène dans les pays de l'AES et pour qu'on voit ensemble ce que ça donnerait dans quelques années. Le Niger, le Niamey, des tensions, justement le rappel de l'ambassadeur qui a mis en lumière les tensions entre les deux pays et la question se pose toujours, va-t-il être révoqué ou non? Selon vous, c'est une décision qui revient donc au président Talon. En tout cas, cette décision, elle est à la discrétion du gouvernement béninois et surtout du président Patrice Talon. Parce que vous savez qu'un ambassadeur, il répond bien sûr de son ministre des Affaires étrangères, mais il répond plus du président parce que c'est le représentant du gouvernement là-bas dans son pays d'accréditation. Et donc, est-ce qu'il sera révoqué? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Et nous pensons que l'ambassadeur Agoncan a plus reçu une demande d'explication. Maintenant, quelles sont les réponses qu'il apporte aux questions qui lui sont posées? Donc, on verra. En tout cas, pour ce que nous savons, le président peut nommer, peut révoquer tout fonctionnaire qui relève donc de son pays. À un an de la présidentielle, quel regard portez-vous sur le climat politique au Bénin? Le climat politique, il est toujours teinté de méfiance, de rivalité politique croissante et aussi de recherche de part et d'autre de parrainage. Au fur et à mesure qu'on avance, de chaque côté, les spéculations vont bon train. Et nous pensons que l'enjeu pour les Béninois, c'est des élections ouvertes, libres, transparentes, inclusives. Et donc, nous souhaitons que tout se passe bien et que le Bénin puisse encore une fois prouver à la face du monde que c'est un pays qui est capable de passer des giratoires, donc sans heurts et sans difficulté majeure pour aller vers le renouvellement des instances dirigeantes du pays et donc du président de la République. Avec la création de l'AES et le retrait de ces pays de la CEDEAO, comment les chefs d'État de la région, justement, peuvent-ils continuer à garantir l'intégration dans l'espace? Vous parlez des dirigeants de l'AES et de ses voisins, tous ensemble, en tant que pays membre de l'Union africaine. Ce sont des difficultés, des défis nouveaux qui ont amené les pays de l'AES à se retirer de la CEDEAO.
Mais en principe, ce qui devrait se faire, c'est que les populations continuent à vivre, à circuler, à cohabiter librement. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui vous prenez les pays de l'AES, vous avez beaucoup de membres de l'AES qui sont dans l'espace CEDEAO et vice-versa. Donc les deux regroupements, les deux communautés sous-régionales, l'AES et la CEDEAO, ont intérêt à aller vers des tests qui favorisent, donc qui continuent à favoriser, malgré cette sortie des pays de l'AES, la libre circulation des biens des personnes. Vu le contexte actuel, pour terminer, pensez-vous que le Cotonou a un pardon à demander à Niamey? Ça, vraiment, c'est au niveau donc du gouvernement de voir si le gouvernement reconnaît qu'il y a eu une faute, mais ce qui est sûr, dans l'esprit des voisins nigériens, il est clair que le Bénin leur a fait mal. Il n'y a pas que le Bénin, il y a aussi le Nigeria qui pendant des mois a coupé. Vous estimez que s'il y a un pardon à demander, Lagos également devrait être associé. Être associé à cette... s'il y a des pardons à demander, Lagos devrait être associé à cela. Et donc je pense que les Nigériens, c'est des croyants. Les Nigériens, c'est des musulmans fervents et qui savent tout remettre à Dieu, qui savent tout confier à Allah. Et je pense que sans que cela ne soit une forte recommandation de ma part, ce serait quand même bien que, comme on dit en pays nigérien... Serait-il nécessaire de passer par un pardon pour une normalisation des relations? Bon, est-ce que c'est même de ça qu'il s'agit d'abord? Je ne pense pas que ce soit de ça qu'il s'agit. Il y a, je viens de vous le dire, il y a des points d'achoppement qui font que de part et d'autre, les gouverneurs ne s'entendent pas. Je crois que c'est surtout de ça qu'il s'agit, plutôt que de tout autre pardon à demander. Je ne pense pas que les Nigériens ont réclamé aussi un pardon au pays de la CEDEAO plus généralement et au Bénin. Merci Nourdine Didier. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation dans l'invité sur Niwa d'Info. Je rappelle donc pour nos téléspectateurs que vous êtes directeur général d'Africadev, spécialiste de la communication pour un changement de comportement social et d'impact. Merci. D'être passé sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.